Salut, je m'appelle Daniela et aujourd'hui je vous présenterai mon projet transversal pour le sujet français avancé où nous analyserons et comparerons deux mouvements ou des événements tant de l'histoire colombienne comme de l'histoire française qui font allusion à la résistance de la population. Oh là là, ça va? Tout d'abord, nous commencerons en parlant de l'initiative Pro de la mémoire, les tisserands de Manjupan, de la Colombie. Il s'agit d'un groupe de femmes victimes de déplacements forcés dans la région de Montes de Maria, Colombie, qui fraudent les souvenirs de ce qui leur est arrivé, reconstruisant leur communauté. Ces tapisseries, en plus de guérir, dénoncent ouvertement des événements de l'euro qui, pour la plupart, n'ont pas été convenablement réparés. Mais que s'est-il passé à Manjupan? Très bonne question. Pour explorer cette histoire, il faut revenir au 10 mars 2000, jour où un groupe de 60 paramilitaires des Forces unies d'autodéfense du Colombie, AUC, est arrivé au village. Les habitants racontent qu'ils ont appelé les personnes sur la place principale et ont annoncé qu'ils tueraient tout le monde. Mais à ce moment-là, un paramilitaire a reçu un appel qui a fait changer les ordres. Il n'allait plus tuer personne, mais tous les gens ont dû quitter la ville le lendemain. Près de 300 familles ont été déplacées et ont laissé la ville. Elles se sont installées dans les villes et les pâturages voisins où, à fil de temps, ils ont construit ce qu'on appelle aujourd'hui Mampujancito. Parmi ces personnes se trouvaient 33 femmes qui, quelques années plus tard, deviendront les apprentis de Teresa Heiser, une religieuse américaine venue de Salvador après avoir travaillé auprès des victimes. Heiser est venue en ville pour enseigner une technique de couture appelée quilting, dans laquelle les femmes devaient coudre leurs sentiments sur du tissu comme moyen de guérison, de catharsis. Même si la couture les a aidés, les femmes de Manjupan ont réalisé qu'il leur manquait quelque chose pour rire complètement. Raconter leur expérience en tant que victimes de déplacement. À partir de cet exercice, elles ont découvert qu'elles avaient beaucoup de leur expérience et sentiments en commun. Même si cela a été douloureux au début, cela est devenu au fil du temps un espace de guérison collective et également de reconstruction de la mémoire et du tissu social de leur peuple. Les œuvres racontent ce qui leur est arrivé. Une histoire longtemps invisible mais aujourd'hui exposée au Musée national dans la salle Mémoire des Nations. À poids d'aiguille et de fils, Mampujan n'était plus un homme exclusivement associé à la douleur et à la dureté du conflit. Ces femmes lui ont donné une autre opportunité, une autre existence. Son nom sonore qui semble parler de la force de ses habitants, de leur dynamisme, nous amène aujourd'hui à imaginer d'immenses métiers à tisser colorés qui ornent les musées et les pièces de n'importe quelle maison. Leur histoire, qui est celle de tous les habitants de ce pays, est accrochée au mur pour répondre à un principe incontournable, qu'il ne se répète pas. Aujourd'hui, les tisserands de Manjupan poursuivent leur combat et leur résistance à travers le tissage. Alors, pour continuer maintenant avec les Français, il faut remonter à 1090-40, année où Paris connaît une époque de désespoir et de frustration due à l'Allemagne nazie. Le pays a été contraint de s'adapter à un nouveau style de vie. Certains ont conservé leur emploi, d'autres auprès de nouveaux clients, comme les prostituées de l'époque, qui n'ont eu d'autre choix que d'offrir leurs services à l'ennemi. Plus de 10 000 femmes se sont prostituées en temps de guerre, tout au service de clients qui humiliaient leur peuple, ce qui était considéré comme une grande trahison pour la résistance française. C'était l'âge d'or de la prostitution en France, et cela durera 4 ans. Mais à la fin de la guerre, ces femmes subiraient toutes sortes d'atrocités. Après avoir été capturées par la résistance française, les femmes ont été rasées jusqu'à la pointe et battues en plein route du village. On les appelait les femmes tendues,
car elles étaient marquées de ce symbole d'onde qui les identifiait et leur enlevait l'une de leurs caractéristiques les plus séduisantes, leurs cheveux. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont également mis les femmes dans des camions de verre, les faisaient défiler dans la ville avec la croix gammée nazie et enduite de goudron. Quelques 20 000 femmes ont été rasées, certaines battues à mort. Les femmes tendues sont les femmes qui ont subi à l'issue et lors de la Seconde Guerre mondiale diverses humiliations. Ces femmes ont été le témoignage tragique des profondes divisions et des tensions internes au sein de la société française pendant la guerre. La résistance, animée par un amour inébranlable pour la patrie et un fanatisme extrême, combattait les nazis avec détermination. Mais elle punissait également impitoyablement ceux qu'ils considéraient comme des traîtres. Cette dualité révèle la complexité morale de la résistance et soulève des questions déchirantes sur la ligne floue entre la loyauté nationale et la survie individuelle dans des temps aussi sombres. Premièrement, la dualité de la résistance à la guerre fait référence aux différentes manières dont des groupes ou des individus peuvent s'opposer à l'oppression ou à un ennemi commun. Cette résistance peut se manifester de manière à la fois violente et pacifique, et les deux approches peuvent coexister dans le même contexte historique ou social. Comme nous avons bien vu, d'un côté, nous avons des formes de résistance pacifique et constructive, car le projet Œuvre de la mémoire, les tisserands de Manjupan, est né d'une initiative de femmes victimes de déplacements forcés qui, à travers l'art de la broderie, racontent leurs expériences et entretiennent la mémoire collective de conflits armés qu'ils ont vécus. Les tapisseries qu'ils créent servent non seulement de moyens de guérison personnelle et communautaire, mais aussi de formes de résistance pacifique en quête de réconciliation et de paix. D'un autre côté, nous avons des exemples de violence de résistance. L'acte de fin tendu était une forme de punition et d'humiliation publique à l'encontre de femmes accusées de collaborer avec les nazis. Que ce soit par le biais de relations amoureuses ou d'autres formes de coopération perçues. Ce type de résistance cherchait à punir et à stigmatiser ceux considérés comme des traîtres ou des collaborateurs. Et bien qu'il s'agisse d'une forme de lutte contre l'occupation, il reflétait également les tensions et les conflits internes de la société. Les deux exemples montrent comment la résistance peut emprunter des voies très différentes. Une qui inflige du mal en guise de représailles et une autre qui cherche à guérir et à reconstruire. La dualité réside dans la nature de la réponse humaine à l'adversité et à l'oppression, reflétant la complexité des émotions et des décisions morales qui surviennent en temps de guerre. Il est important de prendre en compte ces événements car ils nous aident à comprendre la complexité des réponses humaines à des situations extrêmes telles que la guerre et l'oppression. En étudiant et en nous souvenant de la violence, de la résistance et des initiatives pacifiques, nous pouvons favoriser un dialogue plus profond sur la paix, la justice et l'humanité. En outre, ces exemples servent à reconnaître et à valoriser les différentes formes de lutte et de résistance qui ont émergé dans différents contextes et moments historiques. Merci beaucoup.